On sait aujourd'hui, parce qu'on a des chiffres très clairs, à quel point toutes les politiques climatiques qui sont investies, bien souvent sont portées sur la question du CO2 et donc des empreintes carbone, alors que le cycle du carbone ne fonctionne que parce qu'il y a un cycle de l'eau. Je suis Emma Aziza, hydrologue, docteur de Mines Paris PSL. Je travaille depuis des années sur la compréhension du cycle de l'eau pour essayer de voir quelles en sont ses modifications, quelle est la manière notamment dont l'homme a pu l'atteindre par ses usages, et puis pour comprendre comment aujourd'hui on peut le réparer. Le cycle de l'eau est réellement un grand oublié, mais aussi un parent pauvre de toutes les politiques climatiques depuis 30 ans. Et lorsque l'on regarde les accords de Paris, pas une seule fois apparaît le mot eau, alors que c'est vraiment l'élément principal déjà des conséquences. Inondations, sécheresse, dérèglement climatique, derrière vont toujours avoir pour résultat une perturbation du cycle de l'eau. En parallèle de ça, on sait aujourd'hui, parce qu'on a des chiffres très clairs, à quel point toutes les politiques climatiques qui sont investies, bien souvent sont portées sur la question du CO2 et donc des empreintes carbone, alors que le cycle du carbone ne fonctionne que parce qu'il y a un cycle de l'eau. On a de nombreuses études scientifiques qui nous montrent clairement aujourd'hui à quel point dans des zones totalement desséchées, on perd nos puits de carbone. Et si l'océan est aujourd'hui le principal puits de carbone à l'échelle mondiale, c'est tout simplement parce que c'est de l'eau. Donc l'eau fonctionne directement avec le CO2. D'ailleurs, la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre sur Terre et on estime aujourd'hui, d'après les études les plus récentes, qu'il double l'effet du dioxyde de carbone. Donc on est aujourd'hui sur une analyse globale et systémique où l'eau est finalement l'acteur central qui joue un rôle prépondérant. Et donc travailler sur la préservation du cycle de l'eau planétaire, c'est également permettre de protéger les autres cycles, le cycle du carbone, du soufre, du magnésium, tous ces cycles géochimiques naturels qui en fait nous permettent de maintenir nos activités humaines, nos économies, une stabilité à l'échelle planétaire et dont on est tous absolument dépendants. L'activité humaine, elle s'est lancée dans de grandes conquêtes. La première a été spatiale, mais ensuite, la deuxième conquête, ça a été le fait de détourner les cours d'eau. Puis on s'est intéressé plus particulièrement aux nappes souterraines qu'on a commencé à prélever massivement. Sont venues ensuite des nappes fossiles beaucoup plus profondes dans lesquelles on peut parfois à l'échelle mondiale aller chercher cette eau jusqu'à 500-600 mètres de profondeur sous terre et on s'est mis à les utiliser massivement pour créer l'intégralité de notre économie mondiale parce que sans eau, il n'y aurait aucune fabrication de produits. Quand on a commencé à mettre tout ce système en œuvre, ça a démarré une transformation à l'échelle planétaire de tous les écosystèmes qui ont essayé de s'adapter au mieux. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que non seulement on a travaillé sur l'extraction massive de la quantité d'eau qu'il y avait dans nos rivières et dans nos nappes. L'eau bleue, c'est celle qui est dans nos nappes et dans nos rivières, mais on a abîmé nos sols qui finalement nous ont empêché d'avoir un réservoir principal qu'on appelle l'eau verte, qui est ce réservoir d'eau qui nous sert à manger dans notre assiette. Une fois qu'on a travaillé sur la dimension des quantités qu'on a finalement atteint massivement, on a aussi abîmé un autre élément essentiel, c'est la qualité. Tous nos usages, nos médicaments, tout ce que l'on va utiliser dans nos champs, pesticides, herbicides, produits phytosanitaires, finissent toujours dans des cours d'eau ou dans des nappes et c'est sans doute un des plus grands défis qu'on aura à relever demain. Pour restaurer le cycle de l'eau, ce qu'il faut absolument, c'est réussir à désaccélérer un cycle qui s'est accéléré avec l'augmentation des températures à l'échelle atmosphérique. Et pour pouvoir justement appuyer sur ce frein, il faut réussir à retrouver de la verticalité, c'est-à-dire que lorsque la pluie tombe, il faut lui permettre d'avoir le plus long chemin possible pour permettre à cette eau de s'infiltrer, de remplir ces nappes phréatiques qui sont ensuite le garant de la quantité d'eau qu'on va avoir dans nos rivières, dans nos sols, mais aussi de toute la chaîne trophique et chaîne alimentaire qui se nourrit de cette eau parce que le premier utilisateur de l'eau dans le monde, c'est le vivant. Ce n'est pas nous, normalement, qui nous servons du vivant pour justement manger, boire, consommer. Et donc comprendre ça, c'est comprendre qu'il y a énormément d'actions à mener. Bien sûr, à son échelle, on peut économiser l'eau dans sa maison, on peut travailler sur des cycles fermés dans son entreprise, mais on peut également essayer de prioriser ce que l'on va mettre dans notre assiette parce que 1 kilocalorie, c'est à peu près 1 litre d'eau et c'est 4 fois plus lorsqu'elle est carnée. Donc manger
manger mieux, manger moins transformé, manger des aliments qui ont été préservés et qui préservent notamment la terre avec l'agriculture biologique, c'est contribuer aussi à un monde meilleur demain.